Bonjour Sophie, bonjour à tous. Dans un premier lieu, nous voulons, donc, au nom de toute l'association étudiante GAJAP, vous souhaiter une bonne année 2016, une année que nous espérons heureuse et pleine de réussite, et surtout nous espérons que vous garderez une excellente santé, particulièrement Sophie et toute l'équipe de Radio Campus et tous nos auditeurs. En cette année 2016, un petit peu comme tous les ans, les lois évoluent et le 1er janvier est l'occasion d'une évolution un peu plus poussée des réformes. C'est ce qui va nous amener un petit peu au long du mois de janvier à faire des émissions sur ce qui a changé spécifiquement au 1er janvier et les réformes que nous pouvons attendre avec quelques certitudes pendant l'année. Et nous allons attaquer aujourd'hui avec une réforme qui est attendue depuis très longtemps et qui normalement devrait, selon le calendrier législatif, avoir une résolution au 17 février 2016, qui est la réforme du droit des obligations par ordonnance. Alors, pour l'expliquer simplement, quel est l'objet de cette réforme? L'objet de cette réforme est de faire obstacle à l'inertie profonde du droit des obligations qui existe depuis 1804. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit des obligations français est considéré par beaucoup de juristes comme vieillissant, et comme le disait le doyen Mestre, s'il est dans le Code civil un titre, donc un ensemble législatif qui paraît nourri d'intemporalité voire d'éternité, c'est bien le célébrissime titre 3 du livre 3 intitulé Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. On voit bien là par cette formule tout le problème de ce droit qui, bien que essentiel dans la vie courante des affaires et de tout à chacun, n'a que très ponctuellement évolué depuis les réformes napoléoniennes. Et c'est la jurisprudence, ce sont les juges qui ont eu rôle de pallier cette inertie législative afin de sécuriser ce domaine et d'essayer de ne pas le déstabiliser et de faire qu'il reste toujours un petit peu dans l'air du temps. Depuis le début des années 2000, plusieurs projets de réforme ont été proposés par la doctrine. Alors, il y a eu les célébrissimes projets Catala et Terré, très connus des juristes, et un projet qui se voulait un projet d'union, un projet rassembleur, qui était un projet de la chancellerie, un premier projet présenté en 2009. À l'arrivée de Madame la garde des Sceaux Taubira en 2012, elle avait marqué sa volonté de mener à bien ce projet de réforme et elle avait présenté un avant-projet de réforme en 2013, fin 2013, qui était un nouveau projet de la chancellerie. Et c'est ce projet qui, en définitive, sert de modèle à la réforme par ordonnance donc normalement de 2016. Cette réforme concerne 299 articles du Code civil. Cette réforme a pour but d'en produire aujourd'hui 322, de manière à simplifier et à concrétiser certaines avancées techniques légalement, sous une forme légale. Et le fond de cette réforme a pour but de clarifier le régime des obligations en définissant systématiquement les concepts et mécanismes juridiques des plus communs au plus complexes, avec une certaine pédagogie, de manière à ce que la loi soit, comme il est normal, connue de tous, mais surtout qu'elle soit compréhensible de tous, et en supprimant des concepts généraux au profit de textes plus précis et donc
plus applicable plus facilement. Il a aussi pour volonté de mettre fin à certaines controverses, alors des controverses très juridiques, mais qui ont une réelle influence sur la vie de tous les jours. On peut par exemple penser à la révocation des promesses unilatérales pendant le temps de l'option de celui à qui on a promis une chose qui était définie dans un article 1124 du Code civil et qui va avoir une nouvelle définition plus précise, plus simple et plus efficace. Enfin, il y a pour but de consacrer des solutions jurisprudentielles qui, notamment en matière de pourparlers et d'avant-contrat, ont pour but de clarifier la situation encore, mais surtout de systématiser des solutions qui étaient apportées et qui parfois ont eu du mal à être implantées par la Cour de cassation et imposées au juge du fond. Enfin, il y a une volonté manifeste de poursuivre l'œuvre du législateur et des juges vis-à-vis des parties faibles, avec la mise en place d'un devoir d'information à l'article 1129 du Code civil, du nouveau code, entre guillemets, par la généralisation des clauses abusives qui étaient prévues par le Code de la consommation, qui maintenant sont prévues dans le Code civil également, et par l'interdiction de stipuler des clauses privant le contrat de sa substance essentielle pour le créancier. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette obligation, enfin cette interdiction est connue, mais elle est connue de manière jurisprudentielle, elle est connue sous ce qu'on appelle la cause, la théorie de la cause, et il y avait parfois beaucoup de difficultés à la mettre en place. La prise en compte, l'écriture d'un texte légal, a là encore pour but l'idée de simplifier la mise en place du droit. Il y a malheureusement, et on peut le comprendre assez facilement, des difficultés qui vont se poser. Et par exemple, l'intervention du juge dans l'économie du contrat est maintenant confortée. De plus, il y a également des questions de la suppression de distinction entre les différentes obligations qui étaient prévues antérieurement à l'article 1101. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les controverses que vont soulever ce nouvel organisme, ce nouvel organe législatif, n'ont pas pour but d'empêcher la réforme. Elles ont pour but de permettre une réforme simple, une réforme efficace, et qui donc pourra, comme l'a fait très efficacement le Code napoléonien pendant très longtemps, on peut estimer que le Code napoléonien a été parfaitement en vigueur et a été tout à fait efficace pendant environ 150 ans, jusqu'à peu près la fin de la guerre de 40. Après la guerre de 40, avec l'extraordinaire développement économique des Trente Glorieuses, il y a eu un revers de bâton qui était que ce code napoléonien n'avait pas pu anticiper les nouvelles technologies qui étaient mises en place et les nouveaux moyens d'échange et de contracter qui étaient mis en œuvre. C'est pour ça qu'il y a eu une baisse de l'influence de la voie légale au profit d'une voie beaucoup plus jurisprudentielle et qui donc posait parfois des problèmes de compréhension. Il faut également voir que le régime général des obligations et de la preuve est également réécrit dans un souci de simplification et qu'il n'est pas touché, absolument pas, aux obligations dites extra-contractuelles, dites délictuelles, qui sont en fait les obligations qui ne naissent pas d'un contrat. Et il y a une responsabilité, c'est la responsabilité délictuelle,
Il y a une raison logique. Les textes qui les mettent en place sont aujourd'hui d'une réelle lisibilité et n'ont pas pour but et n'ont pas besoin d'un lifting, entre guillemets. Alors, pour conclure, dans l'ensemble, cette réforme semble rester dans la continuité du droit positif, confortant des évolutions jurisprudentielles. Elle remplit à merveille sa fonction, celle de répondre à un objectif constitutionnel de lisibilité et de compréhensibilité, entre guillemets, de la loi, et de renforcer la prévisibilité du droit et donc la sécurité juridique, afin de rendre attractif le système juridique français. Néanmoins, il faut encore attendre confirmation par l'interprétation qu'en fera le juge, certains auteurs et certains acteurs du droit prévoyant malheureusement une période d'insécurité juridique, d'insécurité jurisprudentielle pouvant aller de 10 à 15 ans. C'est le bémol majeur qu'on peut donner à cette loi. Néanmoins, il y a un dernier bémol qui pourrait être apporté. Cette loi qui est soutenue par Madame la ministre, Madame Taubira, pourrait connaître des difficultés dans le cas où Madame Taubira quittait ses fonctions, ce qui a été évoqué ces dernières semaines. Il peut être considéré qu'en cas de départ de la ministre, la réforme pourrait être repoussée, malheureusement entre guillemets au calendrier grec, comme le veut l'expression, surtout qu'il est à considérer que nous entrons dans une dernière année de mandat, avant la période de campagne en 2017 et les élections présidentielles et législatives de 2017. Et il est à considérer qu'il est très difficile de réformer la dernière année. On peut voir par exemple l'exemple plus ancien de Monsieur le Premier ministre Dominique de Villepin, et que généralement les réformes très importantes comme peut l'être la réforme d'ampleur du droit des obligations sont repoussées après les élections. Reste à savoir si le gouvernement socialiste, en difficulté aujourd'hui par rapport à des questions que nous aborderons, notamment par rapport à la déchéance de la nationalité, prendra sur lui l'audace de faire une réforme d'ampleur du droit des obligations. Nous remercions Radio Campus, et je laisse Sophie, je vous rends l'antenne pour la suite de l'émission. Au revoir, et à la semaine prochaine, je l'espère.